Le cours de la semaine passée nous a montré comment Samsu-Iluna a repris le contrôle de la basse vallée de la Diyala après sa campagne victorieuse contre Eshnunna de l'an 19, qui a été commémorée dans le nom donné à sa 20e année. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la campagne qui conduisit Samsu-Iluna jusqu'au pied du Taurus dans son attaque contre le pays d'Apoum qui eut lieu en l'an 22. Nous continuerons par sa tentative de reconquête du Moyen-Euphrate, qui ne semble pas avoir été un grand succès, malgré le nom donné à l'année 27. Et nous verrons, pour finir, dans quelles conditions il perdit, pendant sa 30e année, ce qui lui restait du pays de Sumer. Pour tous ces événements, des publications récentes ont apporté de nombreux éléments nouveaux et donc il n'est pas inutile de faire le point. Tout ça se situe donc entre les années 22 et 30 du règne de Samsu-Iluna et la chronologie nous mènera donc successivement au nord, à l'ouest et au sud. Après le nom de l'an 20 qui commémorait la victoire sur Eshnunna, on a deux noms d'années à contenu religieux. Le nom de l'an 21 commémore le don d'un trône au dieu Nergal et celui de l'an 22 célèbre la restauration de la ziggourate de Kish. Vient pour l'année 23 un nom d'année qui, pendant longtemps, est resté mystérieux et dont le sens a été élucidé, d'abord par Karl-Heinz Kessler et ensuite par moi-même, et dont la traduction définitive est la suivante: année où le roi Samsu-Iluna, grâce à la force impétueuse que le dieu Enlil lui a donnée, détruisit Sharna, capitale du pays d'Apoum, Zarhanum, Putra et Shusha. Et puis, la suite est cassée, comme vous voyez. La question est de savoir d'abord où se situait ce pays d'Apoum et surtout, quelle était cette ville de Sharna. Ce sont les fouilles de Tel Leilan, à quelques kilomètres à l'est de la ville actuelle de Kameshli, en Syrie du Nord-Est, qui ont donné des éléments clés, le problème ayant été définitivement résolu grâce aux archives royales de Mari. Les fouilles de Tel Leilan ont débuté en 1978 sous la direction de Harvey Weiss. On a affaire à un site qui est tout à fait impressionnant, 90 hectares, dont une acropole de 15 hectares, et qui est fort haute, qui se voit de loin. Ce site avait donc été plusieurs fois visité dès le milieu du XIXe siècle, et il a été identifié par Margaret Falkner en 1957 comme le site probable de Shubat-Enlil, la capitale de Samsi-Adou, dont l'importance venait alors d'être révélée par les archives de Mari. Les fouilles ont débuté sur l'acropole et ensuite elles ont porté sur un palais situé dans la partie orientale de la ville basse entre 1985 et 1987. Les textes de la campagne de 1985 ont fait l'objet d'un rapport préliminaire de Robert Whiting, mais sont jusqu'à présent restés inédits. La campagne de 1987 a livré plus de 600 tablettes et elles ont fait l'objet, tout d'abord, de deux rapports préliminaires de Jesper Eidem. Certains textes particulièrement importants ont été publiés rapidement et le gros des archives a ensuite été réparti typologiquement. Les documents administratifs ont fait l'objet de deux thèses, de Claudine Vincent à Yale et de Farouk Ismail à Tübingen, mais ces thèses sont malheureusement restées inédites. Donc elles sont accessibles éventuellement de personne à personne, mais pas de publication définitive. Et puis les lettres et traités ont été confiés à Jesper Eidem, qui avait préparé d'abord deux volumes qui devaient paraître à Yale en 1998, ça a été repoussé en 2002, et puis finalement son travail a été publié avec peu de modifications comme volume 117 de la collection Pyrrhance en 2011. Et j'avoue être un peu étonné parce que les échos de cette publication ont jusqu'à présent été curieusement assez limités, à part un article de Klaas Venhoff et plusieurs de moi-même. La question de l'identification du site s'est posée dès le départ. Très vite, on a eu des éléments qui confirmaient que Tel Leilan était l'ancienne Shubat-Enlil, mais au moment des fouilles, on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple. Lors du colloque célébrant le cinquantenaire de Mari, qui avait eu lieu à Strasbourg en juin 1983, Harvey Weiss
avait montré que des scellements découverts sur l'acropole révélaient qu'il y avait été en fonction des serviteurs du roi Hayahaboum, que les textes de Marie identifiaient comme roi d'Apoum. Et donc, Weiss avait posé la question de savoir est-ce que Leylan est Shubat-Enlil ou bien est-ce que c'est Apoum. Et puis, il y avait un autre problème, c'est que ces fouilles ont révélé qu'il y avait des couches du troisième millénaire extrêmement importantes. Or, on considérait que Shubat-Enlil avait été une fondation nouvelle par Samsi-Adou. Donc, si ça n'était pas le cas, si Samsi-Adou avait simplement renommé la ville en Shubat-Enlil, alors quel était le nom de la ville avant cette période? Eh bien, c'est lors d'un colloque de l'American Oriental Society en 1986 que j'ai pu donner la solution. La clé m'a été donnée par les lettres d'un certain Yamtsoum, dont je préparais à ce moment-là l'édition pour le volume des Archives royales de Marie, qui est devenu le tome 26-2. Ces lettres d'un chef militaire envoyé dans la région par Zimrilim ont montré qu'en réalité, Apoum était le nom du pays dont Shubat-Enlil était la capitale, et que par ailleurs, la ville s'appelait au départ Cherna, un nom qui réapparut après la mort de Samsi-Adou. Donc on a la ville de Cherna, alias Shubat-Enlil, capitale du pays d'Apoum. Les archives qui ont été découvertes dans le palais oriental de la ville basse de Tel Leylan documentent 3 rois dont, très rapidement, on a pu voir qu'ils étaient postérieurs à la destruction de Marie par Hammurabi. Le plus ancien est Mutiyas, qui est un hypocoristique pour Mutu-Ebir, fils de Halun-Piumu. Le suivant est Tilabnu, parfois décrit par son hypocoristique Tilaya, qui était son frère, et on a pour finir Yakunashar, qui était fils de Dari-Epur. Et sur les 178 lettres qui ont conservé leur adresse, on voit que la plus grande partie ont Tilabnu comme destinataire, puisqu'il y a 22 lettres adressées à Mutiya, 102 à Tilabnu, une seule à Yakunashar, et puis 38 à Monseigneur. Donc on ne précise pas qui c'est, mais statistiquement, ça devrait concerner plus souvent Tilabnu que les autres. Par ailleurs, on possède quelques synchronismes qui permettent de situer ces 3 rois par rapport à ceux de Babylone. La fin du règne de Mutiya se situe à la fin du règne de Hammurabi ou au début de Samsu-Iluna, comme l'a montré Venoff, et par ailleurs, la fin de Yakunashar se situe en l'an 22 de Samsu-Iluna, car une variante montre que Yakun, et on restitue Ashar, a été le roi vaincu par Samsu-Iluna. Ce qu'il faut ajouter, c'est que, selon la coutume qui avait été introduite dans la région par Samsi-Adou, les textes étaient dotés en fonction des éponymes d'Achour. Et donc, on a eu la publication d'une nouvelle liste d'éponymes qui a permis de reprendre l'ensemble. Et donc, on a à peu près, de façon à peu près sûre, la situation de ces différents textes, avec malgré tout une cassure dans la liste découverte à Kultepe et publiée par Gunbate. Et par ailleurs, on a 5 éponymes dans les textes de Tel Leylan qui ne sont pas sur la liste et donc qui doivent se situer quelque part ici sans qu'on sache exactement dans quel ordre. Alors, quelle était la place géopolitique du pays d'Apoum? Eh bien, ces archives, donc, découvertes dans le palais en 85 et 87, permettent de voir ce qui se passait dans la haute Mésopotamie pendant les 2 premières décennies du règne de Samsu-Iluna. Première remarque, on constate un changement dans la puissance qui exerçait son hégémonie sur la région. Sous le règne de Zimrilim, il s'agissait de Marie. Suite à sa défaite par Hammurabi, le relais a été pris par Babylone, mais
chose qu'on ne connaissait pas jusqu'à cette découverte, eh bien, la situation n'a pas duré. Et lorsque les archives documentent la région à partir du début du règne de Samsu-Iluna, on voit que c'est le roi d'Alep qui est reconnu comme la puissance dominante sur ce qu'on appelle le triangle du Rabour, le site de Tel Eilan se trouvant au centre. Et par exemple, au moment d'un conflit entre Mutia et deux de ses alliés contre les rois de Razama et d'Andarig, le roi d'Alep se plaint que les premiers détruisent le pays de Yassan et le pays de Yamoutbal et fassent sortir le pays de son contrôle. Donc on voit que, en gros, les querelles entre les petits rois locaux perturbe la domination du roi d'Alep qui s'en plaint. On possède au total 5 lettres du roi Hammurabi d'Alep au roi d'Apoum, et on relève que lorsqu'il écrit à Tillaya, c'est-à-dire Tillabnou, eh bien, c'est en tant que père, donc il manifeste bien dans l'adresse des lettres sa supériorité. Et puis on a une mention de celui qui a été son successeur, qui s'appelle Abban ou Abel, selon les lectures, et qui est cité comme fils du roi. On voit donc que la région au nord, mais aussi au sud du Sinjar, avait alors échappé à la domination babylonienne qui avait été imposée par Hammurabi pour se retrouver sous celle d'Alep, sans qu'on sache dans quelles conditions ce transfert s'opéra. Les lettres retrouvées à Tel Eilan nous donnent une vue très détaillée des relations diplomatiques que les rois locaux entretenaient avec leurs voisins. Nous en avons parlé dans le cours du printemps 2016 et vous pourrez en savoir plus en lisant mon livre sur les alliances dans le Proche-Orient antique qui sortira aux Belles Lettres en février prochain et où j'ai repris et réélaboré ce cours que certains d'entre vous avaient suivi. Comment ce royaume d'Apoum prit-il fin ? Eh bien, manifestement, ce fut le résultat de la campagne que Samsu-Iluna lança dans sa 22e année. Au contraire de celle contre Eshtuna qui avait eu lieu 3 ans plus tôt, elle n'a pas laissé de traces dans des archives privées en Babylonie, du moins dans l'état actuel des publications. Alors, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi diable Samsu-Iluna se lança-t-il dans une telle expédition ? Eh bien, on a une constante géopolitique majeure du début du 2e millénaire. On constate à de nombreuses reprises que lorsqu'un roi contrôle Eshtuna, il souhaite ensuite contrôler ce qui était une des routes commerciales les plus importantes et qui passait par ce triangle du Rabour avant de rejoindre le cœur de l'Anatolie. Et si on fait un bref rappel historique, on voit qu'au XIXe siècle, le roi Naram-Sin d'Eshtuna, depuis Eshtuna, alla jusque dans la région d'Ashnakoum et Tarnip. On voit ensuite que ça a été le cas de Samsi-Adou, puisqu'il était originaire de la basse vallée de la Diyala et qu'il a conquis Ashur et Kallatoum et ensuite la région au sud, puis au nord du Sinjar, avant de s'installer donc à Shubat-Enlil. Par la suite, c'est vrai aussi de Ibal-Piel II, qui est allé d'Eshtuna jusqu'à Shubat-Enlil, et ça a été encore vrai de l'empereur élamite au milieu du règne de Zimrilim, qui a envoyé des troupes également jusqu'à Shubat-Enlil. Donc on voit que cette campagne de Samsu-Iluna ne consistait pas en quelque chose d'inédit. On en ignore malheureusement tous les détails, puisque la seule chose que nous en sachions, c'est ce qui nous en est dit dans le nom de l'année 23. Destruction de la capitale, Cherna Shubat-Enlil, mais aussi d'autres villes de la région. Et puis, le nom d'Yakunachar figure dans une variante, mais le sort qui lui a été réservé ne nous est pas connu en raison de la lacune. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que Samsu-Iluna n'a pas essayé de s'implanter dans une région qui était quand même très très loin de la Babylonie, et il n'est question en effet que de destruction
et pas de contrôle. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, l'année 23 a été consacrée à la consolidation du contrôle babylonien sur la basse vallée de la Diyala, avec la construction de la ville forte de Dur Samsu-Iluna, qui donna son nom à l'année 24. Donc je vous renvoie à ce qu'on a vu la semaine dernière. Ensuite, l'année 24 a vu l'installation d'une statue dans le temple de Marduk à Babylone, ce qui a donné son nom à l'année 25. Et l'année suivante, le nom de l'année 26 est très curieux. Je lis « Année où le roi Samsu-Iluna a brisé la grande montagne dans le pays amorite en morceaux de 18 coudées de long sur 4 coudées de large et de haut. Il divertit le surplus du canal nommé Samsu-Iluna Nakab Nurshi dans un marais et le fit couler en suivant un large cours. Il agrandit les champs fertiles de Babylone et il établit, et puis il y a une cassure. » Selon Hermann Gasch et Steve Cole, eh bien, Samsu-Iluna aurait creusé une communication dans la barrière rocheuse qui sépare, donc en amont de Sippar, le lac qui s'appelle actuellement lac Rabania et plus au sud le lac Abu Dibis. Et ceci aurait permis que le surplus d'eau résultant des crues de l'Euphrate soit évacué sans menacer les zones cultivées en aval. C'est une hypothèse qui est très intéressante et on aurait là un indice de plus des perturbations dans le régime des fleuves qui semblent avoir eu des conséquences économiques catastrophiques, comme nous le verrons la semaine prochaine. Le nom de l'année 27 commémore l'offrande au dieu Hadou de Babylone d'un objet en argent très lourd, et ensuite on arrive au nom de l'année 27. Année où le roi Samsu-Iluna, sur l'ordre d'Enlil et avec l'intelligence et la force que Marduk lui a donnée, s'empara de Yadir Aboum et de Mutir Urshana, les rois qui avaient été hostiles envers lui, et les frappa avec son arme impitoyable. Qui étaient ces deux rois qui sont ainsi nommés? Eh bien, on n'en sait toujours rien pour Mutir Urshana, et ça fait des années que j'espère qu'on arrivera à savoir de qui il s'agit, mais on en est toujours au même point. En revanche, Yadir Aboum est désormais bien connu. Il était à la tête d'un royaume qui est généralement désigné par les historiens modernes comme royaume de Hana. Alors, c'est un royaume qui est centré autour de la ville de Terka, et je rappelle brièvement les trois phases relatives à l'histoire du Moyen-Euphrate qui ont suivi la fin du règne de Zimrilim à Mari. On a eu l'occupation de Mari par Hammurabi en l'an 32, puis la destruction du palais et de toute la ville en l'an 34. Ensuite, on suppose qu'il y a eu une phase d'occupation par les Babyloniens qui n'a laissé aucune trace ni à Mari, ni à Terka, ni à Tutul, mais en revanche à Haradoum, qui a laissé un texte daté de l'année 6 de Samsu-Iluna, j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines. Et puis, la troisième phase, eh bien, c'est celle de la Grande Révolte, qui a concerné non seulement le sud du royaume, avec Rimsin II, Rimanoum, etc., mais aussi le Moyen-Euphrate, puisque une nouvelle dynastie a été fondée par Yapar-Sumu-Aboum, qui a eu comme successeur Itsi-Sumu-Aboum, et puis Yadir Aboum. Et donc, je vais donner quelques indications sur la vie dans ce royaume dans les décennies qui ont précédé l'affrontement avec Samsu-Iluna, et en prenant comme repère essentiellement le règne d'Itsi-Sumu-Aboum, parce que c'est celui qui est connu sur la plus grande étendue. Du point de vue géographique, ce royaume de Hana sous Itsi-Sumu-Aboum ressemble fortement à celui de Mari à certains moments de son existence. Donc,
On suppose que la capitale est à Terqa, mais ça n'est pas complètement certain. Et j'ai donné un certain nombre d'arguments pour dire qu'on ne peut pas complètement exclure que ce soit Mari et que l'érosion ait fait disparaître les bâtiments de cette période-là, mais ça n'est qu'une hypothèse. Et aux deux extrémités, on a Tabatoum sur le Khabour et Kharadoum juste en face du royaume de Babylone. Alors pour ce qui est de Terqa, eh bien, il s'agit de la ville actuelle de Tel Ashara, sur la rive droite de l'Euphrate, à environ 75 km en amont de Mari, un site qui a été en partie grignoté, si je puis dire, par le fleuve, et avec le problème qu'il y a un village moderne qui occupe le sommet du Tel, donc les zones où on peut fouiller sont assez limitées. Il y a eu un sondage de quelques jours qui avait été entrepris par Thureau d'Angin et le Père d'Orme en septembre 1923. Et puis, il a fallu attendre les années 1970 pour qu'il y ait des fouilles régulières, d'abord sous la direction de Giorgio Bucciolati et ensuite sous celle d'Olivier Rouault. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les archives d'un certain Pouzurum, dont la maison a été partiellement retrouvée. Le restant de la maison fait partie de cette zone du Tel qui s'est écroulée dans l'Euphrate à cause de l'érosion. Donc, on a retrouvé aussi la rue qui bordait cette maison, et de l'autre côté, il y a un temple qui est voué à la déesse Ninkarak. J'en avais parlé à propos des temples de cette déesse de la santé en 2015. Dans cette maison de Pouzurum, donc, on a trouvé une douzaine de tablettes qui sont, pour l'essentiel, des contrats d'achat de champs et de maisons et qui sont datés de cette période. Donc on a des tablettes qui ressemblent tout à fait à ce qu'on attend pour cette époque. Et puis, on connaît dans ce royaume les deux villes qui sont situées aux deux extrémités. Donc vers le sud-est, on a le site de Kharadoum dans le Souroum, à 90 km en aval de Mari, fouille de sauvetage des années 1980, avec la découverte d'une petite ville fortifiée qui est assez comparable à Dur Samsu-Iluna, comme nous l'avons vu, et une tablette qui date de Itsi-Sumuabum, comme nous l'avons vu, et puis ensuite il y a une tablette de l'année Samsu-Iluna. Enfin, il y avait eu antérieurement, une tablette datée de Samsu-Iluna 6, et ensuite on a une centaine de textes qui sont datés de l'année 26 de Samsu-Iluna jusqu'à l'année 18 d'Amitsaduqa. C'est un site frontière, on l'a vu, face à Babylone, et dont l'importance est avant tout militaire plus que commerciale. Et puis à l'autre extrémité du royaume, eh bien, on voit que le pouvoir d'Itsi-Sumuabum a atteint le site de Tel Taban sur le Khabour, comme l'ont montré les tablettes publiées par Shigeo Yamada. Là encore, une fouille de sauvetage liée à la construction d'un barrage sur le Khabour qui fait qu'un lac a menacé de faire disparaître complètement le site. Finalement, comme bien souvent, le niveau de l'eau a baissé après avoir monté, et donc les fouilles ont pu se poursuivre. Et c'est ainsi donc que dans une pièce, on a pu découvrir toute une série de tablettes d'époque paléo-babylonienne, qui sont les archives d'un personnage qui s'appelle Yassim Mahar et qui comporte 16 lettres, dont 8 adressées à Yassim Mahar en personne, et parmi lesquelles 2 par le roi Itsi-Sumuabum. Et puis on a aussi des textes administratifs, ainsi que le texte d'une donation d'un champ et d'une maison qui a été faite par le roi Itsi-Sumuabum à ce personnage. Quand Shigeo Yamada a publié les premiers textes de Tel Taban, il a très bien vu l'appartenance de ces documents à la tradition de Mari. Mais en ce qui concerne les textes de Kharadoum, c'est quelque chose qui a été moins clair parce que les
Majoritairement, on a des textes qui datent des rois de Babylone, et donc la tradition babylonienne est plus importante, mais malgré tout, il y a des éléments de la tradition mariotte, et on va voir tout cela. Donc, si on regarde du point de vue de l'administration locale, eh bien, on voit qu'à Terka, on a deux références à des individus qui portent le titre de chapitum, qui était le titre de gouverneur déjà dans le royaume de Mari. Et à Tabatum, dans le texte de donation royale, on a comme premier témoin un certain Sumuhamu qui est qualifié de gouverneur chapitum de Katunan, qui était la capitale régionale. Et enfin, à Haradoum, on a un gouverneur chapitum dans un texte qui date de l'année 6 de Samsu-Iluna, ce qui montre que l'annexion par Babylone de la région n'avait pas entraîné immédiatement un changement dans la titulature. Toujours dans l'administration locale, mais au niveau inférieur, eh bien, on a le titre de Sugagum, ce qu'on peut traduire par maire avec toutes les réserves qui s'imposent lorsqu'on fait ce type de traduction. On voit donc qu'à Terka, on a le titre de Sugagu. Pour Haradoum, ça a varié. Et donc, selon les moments, il est question de Sugagum, ou par la suite, lorsque Haradoum a été rattaché au royaume de Babylone, on trouve le titre de Rabianoum. Et donc, c'est intéressant parce qu'on voit bien que, selon la domination politique, celui qui exerce l'autorité localement a porté un titre ou un autre, mais il n'y a pas eu de changement institutionnel, ce sont simplement des changements de terminologie, et c'est un des reproches que j'ai adressé au livre d'Andrea Seri sur les pouvoirs locaux à l'époque paléo-babylonienne, parce qu'elle s'est limitée à l'étude du titre de Rabianoum, et elle a exclu le titre de Sugagum de son travail, alors que manifestement elle aurait dû l'inclure. En ce qui concerne Tabatum, enfin, on ne possède pas d'attestation du titre de Sugagum, mais le contexte montre clairement que Yassim Marar était le Sugagum de Tabatum. Du point de vue de la vie juridique, les contrats du Moyen-Euphrate se caractérisent par une clause particulière relative à celui qui ne respecterait pas son engagement, un châtiment qui consistait à verser du bitume chaud sur la tête du fautif, quelque chose de sans doute pas très agréable. Eh bien, on s'aperçoit que cette clause, elle est attestée sur les trois sites que nous étudions, Terka, Tabatum et Haradoum. Et ce qui est intéressant pour Haradoum, c'est qu'on a une attestation de cette clause encore sous la domination babylonienne, dans un texte qui date de l'an 6 de Samsu-Iluna et dans un autre qui date de l'an 26. Donc là, on voit qu'on a affaire à des phénomènes de longue durée qui ne sont pas soumis aux fluctuations politiques comme d'autres éléments. La même chose vaut en partie pour l'usage des mesures de capacité. À Mari, ce qui est caractéristique, c'est le fait qu'on emploie une mesure qui est notée Agar 3, en babylonien Ugarum, et qui correspond à 10 gours, c'est-à-dire 3000 litres. Eh bien, à Babylone, on n'a pas cette mesure, donc si on a 10 gours, on note 10 gours. Et on s'aperçoit que cette mesure de Agar 3, elle est utilisée à Tabatum et elle persiste à Haradoum après l'annexion par Babylone, dans certains textes, mais pas dans d'autres. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de flou qui a existé à cet égard. Plus important encore, on s'aperçoit que le gour n'a pas la même capacité dans ce royaume de Hana qu'à Babylone, puisque, comme à Mari, le gour vaut 120 K, c'est-à-dire 120 litres, alors qu'à Babylone, le gour vaut 300 K, 300 litres. Donc tout à l'heure, j'ai dit une erreur que vous corrigez tout de suite. L'Ugarum ne vaut pas 300 litres, mais ne vaut pas 3000 litres, mais 1200.
puisque c'est 10 fois un gour de 120 K. Et puis, dernier élément de cette continuité culturelle, il s'agit du calendrier, et on s'aperçoit qu'on a un calendrier à Mari, à Terka, à Tabatum et à Haradoum qui a les mêmes noms de mois qui ne sont pas ceux du calendrier utilisé par les Babyloniens. Donc on voit bien que ce royaume de Hana, il formait sur le Moyen-Euphrate, en incluant le Barabour, une belle unité qui poursuivait les réalités que les archives royales de Mari nous documentent jusqu'au règne de Zimrilim. Un dernier aspect, c'est l'unité du royaume qui est révélée par l'onomastique. En effet, dans un texte de Haradoum, on voit que le nom du débiteur, c'est Mut Terran. Or, Terran se situe à la frontière septentrionale du district de Katunan. Et par ailleurs, on voit qu'un des témoins s'appelle Abdou Ami, et le dieu Amoum ou Ami était la divinité principale de Terran. Donc on peut dire que, d'après ce contrat retrouvé à Haradoum, eh bien, habitait sous Itzisumu-Aboum, puisque le texte est daté de son règne, des gens qui étaient originaires de la vallée du Rabour et qui étaient peut-être des militaires en garnison, nous n'en savons rien, des marchands. Le texte ne permet pas de le savoir. En tout cas, cette onomastique en Terhan et en Amoum est très typée et n'est pas à sa place, je dirais, à Haradoum. Elle signifie donc qu'il y a eu des gens qui se déplaçaient d'un bout à l'autre du royaume. Alors, j'en arrive à cette campagne de l'année 27, donc lors de laquelle Samsu-Iluna nous dit qu'il a vaincu Yadir-Habou. Eh bien, la formulation laisse penser que on a une grande victoire, et donc on se demande est-ce qu'on en a l'écho dans les archives. Alors, c'est le cas pour Haradoum. Donc on a vu que le rattachement de Haradoum au royaume de Terka, royaume de Hana, était prouvé par ce contrat daté d'Itzisumu-Aboum, mais ensuite, chronologiquement, eh bien, on a un texte qui est daté de l'année 26 de Samsu-Iluna. C'est la vente d'un terrain municipal par le maire Rabbi Hanoum et par la municipalité. Donc, Samsu-Iluna a repris le contrôle de Haradoum qu'il avait perdu pendant une période d'une vingtaine d'années. Alors, la formule de l'année 28 pourrait laisser croire que ce furent Yadir-Haboum et Mutir Urshana qui prirent l'initiative des hostilités en l'an 27, mais il semble bien qu'il n'en fut rien, puisque Samsu-Iluna avait déjà repris possession de Haradoum en l'année 26. Et la question, c'est de savoir jusqu'où Samsu-Iluna est allé pendant cette campagne. Et un point crucial, bien sûr, c'est de savoir dans quelles circonstances la couche paléo-babylonienne de Tel Taban a été détruite, permettant donc l'enfouissement des archives de ce maire local, Yassim Marar, dont j'ai parlé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi trouvé à la surface de Tel Taban un document administratif qui est daté par Yadir-Haboum. Donc on voit que la ville a été tenue encore sous Yadir-Haboum. Et donc la question, c'est de savoir comment ça s'est passé. Alors, si on fait des parallèles historiques, on se rappelle que dans le milieu du règne de Zimrilim, Ibal Piel II d'Eshnuna a fait une campagne en prenant le royaume de Mari en tenaille. D'un côté, il s'est installé à Shubat-Enlil, et ensuite, il a fait une campagne sur le Moyen-Euphrate en s'installant dans la région du Souroum. Et donc, la question pour Samsu-Iluna, c'est que nous avons vu qu'il a fait une première campagne qu'il a menée jusqu'à Shubat-Enlil, Cherna, qu'il a détruit, et ensuite on voit qu'il y a cette campagne sur le Moyen-Euphrate qui lui a permis de prendre le contrôle de Haradoum. Et après,
Et après, c'est une question parce que on peut se demander ce qui s'est passé. Donc il y a une première hypothèse qui consiste à dire que, à la suite de sa victoire sur Shubat-Enlil, il aurait descendu le Rabour, et c'est à ce moment-là qu'il aurait détruit Tel Taban, Tabatoum. C'est une première possibilité. Mais la question, c'est de savoir ensuite quel chemin il aurait pris pour rentrer. Donc on est obligé de supposer un itinéraire, peut-être par la steppe. En tous les cas, impossible de redescendre le Rabour, puisqu'il y avait le royaume de Yadi Raboum. Et puis il y a une autre hypothèse possible, c'est que après s'être affronté dans la vallée de l'Euphrate, eh bien, il aurait continué le long du moyen Euphrate et remonté le Rabour. Le problème, c'est qu'on n'a pas de trace de sa présence à Terka, par exemple, mais c'est vrai que la maison de Puzurum a été détruite à ce moment-là. Donc, on en reste encore avec une inconnue. On ne sait pas exactement comment les choses se sont passées. En tout cas, ce qu'il faut retenir, me semble-t-il, c'est le point suivant. On souligne toujours à quel point Hammurabi a été, paradoxalement, responsable de la documentation exceptionnelle de Marie, puisque c'est lorsqu'il a détruit le palais que les archives se sont trouvées piégées, en quelque sorte, sous les décombres, attendant l'heureux archéologue qui les dégagerait. Eh bien, on doit maintenant souligner qu'il en va de même pour Samsu-Iluna, aussi bien à Tel Leilan, puisque les archives qu'on a découvertes sont celles qui ont été enfouies au moment de sa campagne militaire, et sans doute aussi à Tel Taban. Le dernier événement que nous allons étudier aujourd'hui a été dramatique pour Samsu-Iluna. Il s'agit en effet de la perte de ce qui lui restait du pays de Sumer, c'est-à-dire essentiellement les villes d'Isin et de Nippur. Alors je vous propose de commencer par décrire brièvement ce qu'on sait de la vie dans ces cités jusqu'alors, sans revenir sur la question des écoles que nous avons déjà traitée il y a quelques semaines, et puis on verra ensuite dans quelles conditions cette région échappa définitivement au contrôle de Samsu-Iluna. Je vous rappelle, pour ce qui concerne le site de Isin, que le tel d'Ishan Bahriyat, comme il s'appelle, a d'abord été visité par des clandestins avant que l'université de Munich y mène des fouilles régulières de 1973 à 1989. Et puis, depuis cette date, et surtout depuis 2003, malheureusement, le site a été très gravement pillé. Il s'agit sans doute du site qui a été le plus gravement pillé dans le sud irakien, et on voit paraître des textes qui sont issus de ce pillage. Alors, Isin était la ville de la déesse Gula, autrement nommée Nin Isina, c'est-à-dire la dame d'Isin, ou encore Ninkarak. Et au sein du panthéon mésopotamien, son domaine de compétence était la santé. Et ceux d'entre vous qui ont écouté mon cours de 2015 sur les temples se rappellent comment le sanctuaire de Gula fonctionnait comme un centre de cure où les malades venaient se faire soigner et, une fois guéris, témoignaient de leur gratitude à l'égard de la déesse en vouant des objets votifs, et en particulier des chiens, puisque le chien était l'animal attribut de cette déesse. Eh bien, un des textes les plus intéressants à cet égard date précisément de l'année 12 de Samsu-Iluna. Je cite: « Au sujet des biens meubles du temple de Ninkarak, donc la dame d'Isin, Nabiyatum a saisi en justice Tab Gamalcha. Dans la cour de Ninkarak, Tab Gamalcha a rapporté 5 statues en bronze. Ensuite, on a une énumération. 2 tambours en bronze, un encensoir en bronze, un bijou en forme de pomme de pin en bronze, un plat en bronze, 3 anneaux en bronze, une clé en bronze, puis un objet qu'on n'arrive pas à lire en bronze, un collier en pierre précieuse, une chienne en bronze au nom de Idinsin, un de Shimateshtar, une chienne en bronze au nom de Ninurta Nishu, formant le reste des biens meubles. Nabiyatum prêtera serment et Tab Gamalcha en effectuera le remplacement. »
Donc on voit que Nabiatum a fait un procès à un individu qui s'appelle Tab-Gamal-Shah. Le nom de ce personnage est intéressant puisque ça signifie bonne et agréable et son bienfait à elle, sous-entendu la déesse. Donc c'est un desservant de la déesse Gula ou Ninkarak. Et donc on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais en tous les cas on voit que énormément d'offrandes votives en bronze ont disparu du temple et Tab-Gamal-Shah effectuera le remplacement de tout ce qui a été énuméré par Nabiatum, et Nabiatum a fait la liste sous serment, puisqu'il ne devait pas avoir de documents qui prouvaient que tout cela avait existé dans la cour du temple. Donc ça nous donne une idée de la façon dont il faut se représenter la cour d'un temple, hein, avec des tas d'ex-voto dans tous les coins, et un certain nombre d'entre eux avec le nom du donateur. Alors, le texte ne dit pas où ça s'est passé, mais il n'est pas vraisemblable que ça soit à Sippar. On sait qu'il y a un temple de Gula aussi dans cette ville, mais vraisemblablement, vu la date du texte, hein, on est dans l'année 12 de Samsu-Iluna, tout ce qui a disparu, c'est ce que les casseurs de l'époque ont volé au moment des révoltes, de la grande révolte des années 8 à 10. Et donc, lorsque le culte se réorganise, eh bien, on s'aperçoit de tous les dégâts et on s'engage à les réparer en quelque sorte. Donc, voilà un texte qui nous montre un aspect de la vie du temple au moment de la reprise en main de la région par Samsu-Iluna après la Grande Révolte. Ensuite, eh bien, on voit la vie des habitants d'Isin grâce à un certain nombre d'archives familiales. Et ce qui est intéressant, c'est que ces archives familiales, elles s'arrêtent en l'an 29 de Samsu-Iluna. On a des textes qui remontent à des périodes beaucoup plus anciennes. On en a aussi pour la période de la domination babylonienne, et dans le volume 112 de la revue d'Assyriologie qui va paraître à la fin de ce mois, vous pourrez voir un article de J. Chrysostomo qui publie des documents qui datent en bonne partie du règne d'Hammurabi. On en avait très peu d'Isin pour cette période-là, donc c'est intéressant. Ce sont les contrats habituels, des achats de terrains et de prébende, des adoptions, etc. De mon côté, j'étudie depuis déjà trop longtemps des lots qui ont été vendus en partie à la Babylonian Collection de Yale et en partie au Louvre, et qui forment un seul ensemble. Et le plus important de ces lots permet de reconstituer l'histoire d'une famille sur 3 générations pendant plus de 70 ans. Les documents remontent au grand-père qui s'appelait Puzur-Gula ou Puzur-Ninkarak, c'est écrit de 2 façons, mais on peut penser que son nom était prononcé Puzur-Gula. Ensuite, on voit son fils Kubulum, et pour finir, le dernier représentant de cette famille, Dada. De l'époque de Dada, eh bien, ces années sont documentées de l'an 13 jusqu'à l'an 29 de Samsu-Iluna, avec pas moins de 57 textes. Alors, il y en a qui sont des textes à durée indéterminée, des partages d'héritage, des achats, une adoption, et puis il y en a une 50aine qui sont des textes, au contraire, qui ne sont pas destinés à être conservés, des louages, des prêts, des textes de comptabilité. Et quand on remonte dans le temps, eh bien, on s'aperçoit que la proportion s'inverse, ce qui est logique. On a fait le tri, et donc de l'époque de Kubulum ou de Puzur-Gula, on n'a conservé que des titres de propriété. Et donc, je n'insiste pas, sauf pour montrer comment les choses se passent de façon concrète. Donc on peut imaginer que Dada, le dernier représentant de la famille, si on lui conteste la propriété d'une prébende, eh bien, aurait pu dire devant les juges « Je détiens cette prébende de purificateur du temple du dieu Ninigishzida, parce que je l'ai hérité de mon père Kubulum, et voici la tablette qui décrit ma part d'héritage.
Mon père l'avait hérité de son propre père, qu'il avait hérité de son père adoptif, et voici le contrat d'adoption par lequel Shumum Lipshi avait adopté Puzurgula, mais Shumum Lipshi lui-même avait reçu ce contrat d'un certain Chalurum, qui lui-même l'avait acheté à Dadrabi, et regardez, j'ai le contrat d'origine. Donc on voit bien comment les biens sont transmis de génération en génération, avec les titres de propriété correspondants. Et dans ce cas-là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a pas moins de 114 ans, c'est-à-dire qu'entre l'an 1 du roi Dissiniterpisha et l'année 29 de Samsuiluna, le moment où la maison de Dada a été détruite, il y a 114 ans, donc on gardait ainsi ces titres de propriété. Le problème, c'est pourquoi ça s'arrête en l'an 29 de Samsuiluna. À Isin, on n'a pas d'indice, et il faut donc aller à Nippur pour voir ce qui s'est passé. Alors, je vous rappelle que Nippur n'a jamais été une capitale politique, mais qu'elle avait une importance religieuse très grande, puisque le dieu Enlil, qui était le dieu de tout le pays de Sumer, y avait son temple qui s'appelait Lécour, et puis par ailleurs, il y avait le temple du dieu de la ville de Nippur, qui était Ninurta. Ce temple s'appelait Leshumesha. Et alors qu'on n'a pas d'archives pour Lécour à l'époque paléo-babylonienne, on a retrouvé des archives de Leshumesha, le temple de Ninurta. Simplement, ce sont des textes qui ont un statut un peu particulier, puisqu'ils ont été retrouvés non pas dans les Shumesha, on ne sait toujours pas où se trouve ce temple, mais ils ont été retrouvés dans des remblais à proximité du temple d'Inanna, parce que à l'époque parthe, on a construit une grande plateforme et les Parthes, manifestement, sont tombés sur les archives du temple de l'Eshumesha et ils ont emporté ça par panier, réutilisant les tablettes comme matériaux de construction pour combler l'espace où ils voulaient édifier cette plateforme. Alors ces textes ont été trouvés dans les années 1955-56. Ils ont été publiés sous forme de tableaux et étudiés par Marcel Sigrist dans sa thèse de 1984, et ils vont être publiés de manière définitive par Nicole Brich, qui a déjà écrit récemment un article à ce sujet. Alors, ces textes sont très intéressants. Ils sont un peu frustrants pour nous parce qu'ils s'arrêtent à l'époque du roi Rimsin de Larsa, donc avant la domination babylonienne, mais il est bien certain que la façon dont ils décrivent la redistribution des offrandes effectuées aux divinités à l'ensemble du personnel du temple, ce n'est pas quelque chose qui s'est arrêté à ce moment-là. Il y a eu un tri qui a été fait dans les archives et on a mis des tablettes au rebut, mais ensuite la pratique n'a pas changé, bien entendu. Par ailleurs, Nippur a livré des archives familiales, et donc, comme je l'ai déjà rappelé, celles-ci proviennent d'abord des fouilles de la fin du XIXe siècle, et elles ont été réparties entre les musées de Philadelphie, d'Istanbul et de Iéna, et tous les textes qui restaient à Iéna viennent d'être publiés par Anne Goderis. Et puis, les textes des fouilles plus récentes ont été publiés par Elizabeth Stone dans son livre Nippur Neighborhood, dont j'ai parlé à propos des écoles. Alors, tout comme à Isin, les archives familiales correspondent à des familles de notables et on retrouve le même type de contrat. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des textes qui vont jusqu'à l'année 29 de Samsuiluna, et puis ensuite on voit quelques textes qui sont datés par un nouveau roi qui s'appelle Ilima Illum. Et alors on a comme nom d'année d'Ilima Illum le roi, sans rien d'autre, ou bien encore année qui suivit Ilima Illum le roi, avec comme variante année nouvelle d'Ilima Illum le roi. 4 contrats ainsi datés proviennent des fouilles anciennes et un est issu des fouilles d'après la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des textes qui sont exactement semblables à ceux qu'on trouve dans les années qui précèdent. Par exemple, celui qui vient d'être publié, TMH 1054, eh bien, c'est un achat par un monsieur qui s'appelle Etelpininurta de 2 champs qui appartenaient à 2 femmes. Ou encore, SAOC 4412, c'est un échange de terrain de 40 mètres carrés entre 2 frères.
Donc la vie a continué, simplement, il n'y a plus Samsu-Iluna, il y a Ilima-Ilum. Alors, qui était donc cet Ilima-Ilum qui semble avoir immédiatement remplacé Samsu-Iluna dans le courant de la 29e année de celui-ci? Eh bien, on possède à son sujet quelques données qui viennent d'être réunies et commentées par Odette Boivin dans son récent livre sur la première dynastie du pays de la mer. C'est ainsi, en effet, que les Babyloniens ont nommé la lignée de rois dont Ilima-Ilum est le premier. Alors on a 4 listes royales qui nous donnent 12 noms, donc le premier étant Ilima-Ilum, qui forment donc ce qu'ils appellent la dynastie du pays de la mer. Alors où est-ce que c'était ce pays de la mer? Eh bien, c'est manifestement la zone des marais au sud de Sumer. Et il est possible que les problèmes dans le réseau hydrographique de la région aient fait qu'on ait un certain assèchement de cette région des marais à ce moment-là, qui a permis du coup un développement des sites occupés et en même temps un développement de l'agriculture, donc permettant à davantage de personnes de vivre dans cette région. La capitale de ces rois s'appelait Uruku, donc étymologiquement la ville pure, mais on ne sait toujours pas où elle se trouve. Il y a des hypothèses qui ont été faites, mais on n'en sait rien. Par contre, la situation a changé radicalement ces 2 dernières années en raison de 2 découvertes. La première, malheureusement, elle est issue de fouilles clandestines. C'est un lot d'archives d'environ 400 tablettes qui documentent la vie d'un palais sous les rois Peshgal d'Aramesh et Aya d'Aragalama, dont les règnes se situent juste après la fin de la première dynastie de Babylone. Ils ont été publiés par Stéphanie Dallet donc en 2009 et leur étude est au cœur du livre d'Odette Boivin que j'ai cité il y a un instant. Et puis par ailleurs, issus de fouilles régulières, cette fois, on a 68 tablettes qui ont été exhumées à Tel Khayber, qui est un site entre Our et Eridu, par une mission anglaise dirigée par Jane Moon et Stuart Campbell. Et donc, ces fouilles, toutes récentes, ont dégagé un grand bâtiment qui ont livré des textes de la même époque que ceux de Cusas IX. Alors, vous pouvez voir ou revoir la conférence qui a été donnée par Eleanor Robson ici même, sur le site du Collège de France. J'ai mis la référence sur le PowerPoint de ce cours. Il faut regarder les 20 dernières minutes. Et puis, elle a aussi donné des indications dans un article collectif paru dans la revue Irak l'année dernière. Et enfin, elle a, d'une façon qui est très intéressante, mis en ligne une édition préliminaire avec des photos, des documents, en demandant aux collègues qui avaient des idées de les lui faire parvenir avant de les publier de manière définitive, en rendant bien sûr pour les suggestions crédit aux collègues. C'est une façon de faire qui est tout à fait intéressante et j'ai été un petit peu étonné de voir que Odette Boivin renvoyait à l'article de Irak 79 ou au site Orac sans mentionner l'épigraphiste qui était derrière tous ces travaux. Le recours aux nouvelles technologies, le fait de faire des ouvrages collectifs, ça n'interdit quand même pas de reconnaître à César ce qui est à César. Je voulais faire cette petite mise au point. Mais tous ces textes sont postérieurs de plus d'un siècle au moment où nous nous situons. Et donc la question, c'est que c'est très intéressant pour la suite de cette dynastie du pays de la mer, mais ça ne nous en dit pas plus pour Ilima-Ilum. Et qu'est-ce qu'on sait sur Ilima-Ilum par ailleurs? Eh bien, on a une chronique plus tardive, connue par une tablette malheureusement très lacunaire, et qui ne nous dit pas grand-chose, sinon que Samsu-Iluna, par 2 fois, a tenté de combattre Ilima-Ilum et qu'il n'a pas réussi. Mais ça, qu'il n'ait pas réussi, le témoignage des archives d'Issine et de Nippur nous l'avait déjà indiqué. Alors, ce qui est curieux, c'est que cette domination d'Ilima-Ilum sur Nippur,
n'est documenté que pendant à peine plus d'1 an. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, à court terme, on n'en sait rien, mais on peut bien penser qu'il y a eu, là encore, un exil de la population, comme ça avait été le cas quelques années plus tôt pour les gens d'Uruk et de Larsa. Vous vous rappelez ce que nous en avons dit. Et de fait, on a la trace de quelques habitants de Nippur à Babylone à la fin de l'époque paléo-babylonienne. Ce qu'on voit ensuite, c'est que sous le règne du fils et successeur de Samsu-Iluna, Abieshur, la lutte contre Ilima-Ilum a repris, mais je ne veux pas divulgacher, comme on dit avec les Québécois, le cours de l'an prochain, et donc je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui. La semaine prochaine, nous verrons comment les années 20 du règne de Samsu-Iluna n'ont pas vu seulement ce rétrécissement sensible du territoire de la Babylonie que nous avons constaté aujourd'hui. On verra aussi que la situation économique s'est dégradée une fois de plus, ce qui a conduit Samsu-Iluna à proclamer un nouvel édit de Misharum. Et chemin faisant, eh bien, nous essaierons de faire le point sur ce qu'on sait de la vie juridique dans son royaume avant le dernier cours qui aura lieu donc avant les vacances de Noël. Je vous remercie de votre attention.